Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Kenya se prépare à aller aux urnes en 2017 et les violences verbales dans les débats politiques commencent déjà à inquiéter. L'Afrique, un marché de consommateurs prometteur pour les investisseurs. Selon une étude du Boston Consulting Group, l'Afrique enregistrera d'ici les 5 prochaines années plus de consommateurs qu'en Europe et aux États-Unis. Et puis au Niger, 2 journalistes ont été condamnés malgré la loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Mais avant de développer ces titres en Libye, c'est la journée la plus sanglante pour les forces gouvernementales. 34 sont décédés et 100 sont blessés lors de combats les opposants aux djihadistes de l'État islamique. Ces violents combats ont eu lieu ce mardi 21 juin à Sirte, au centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe de l'État islamique depuis juin 2015 et les forces gouvernementales tentent en vain depuis la mi-mai de reprendre la ville aux terroristes. Le Kenya se prépare à aller aux urnes en août 2017, des élections auxquelles le chef de l'État, les parlementaires, les gouverneurs et les assemblées de comté seront élus. Toutefois, les violences verbales dans les débats politiques inquiètent déjà certains Kenyans. Birama Saounera. Au Kenya, à un an des scrutins présidentiels et parlementaires, les populations sont inquiètes. En cause, des discours haineux utilisés comme outil de campagne. 8 proches du pouvoir et plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés récemment pour escalade verbale. Selon les analystes, il y a une tendance inquiétante au tribalisme et à l'incitation à la haine tribale, en particulier sur les réseaux sociaux. Les principaux auteurs de discours dangereux en ligne ne sont pas des blogueurs kenyans anonymes qui se cachent derrière leurs ordinateurs. Ce sont en général des gens très importants, des élus, des membres des professions très en vue, des gens qui utilisent essentiellement leur nom réel et ne ressentent pas le besoin de cacher leur identité en délivrant ces discours dangereux. La Constitution de 2010, qui a cherché à remodeler les institutions et la politique nationale, garantit la liberté d'expression. Cependant, elle interdit expressément l'incitation à la violence interethnique ou les discours haineux dans les manifestations politiques. Ainsi, les autorités mettent en garde les personnes s'adonnant à ces pratiques. Les déclarations qui opposent les communautés les unes aux autres, des déclarations qui opposent les Kenyans les uns contre les autres, des déclarations qui inculquent la peur ou la haine aux communautés ne seront pas autorisées. Au Kenya, les résultats des 2 dernières élections présidentielles ont été contestés. En 2007, plus de 1200 personnes ont été tuées. En 2013, le vote se passa relativement pacifique, mais le résultat a été contesté devant les tribunaux. Compte tenu de ces passés politiques, les populations appellent les acteurs politiques à la retenue et à la sérénité pour que le pays ne tombe pas dans le syndrome de la présidentielle de 2007. Le public devrait être sage et ne pas se tromper dans la façon dont il mène la lutte, comme c'était en 2007. Je prie pour que nous ne retournions pas au point où nous étions en 2007. Ce que je peux dire, c'est que nous devons vivre en paix en tant que frères dans la solidarité, qu'ils ne nous invitent pas à la violence. Pour beaucoup d'observateurs, la loyauté ethnique a préséance sur la politique kenyane. Après l'élection contestée de décembre 2007, l'incitation par les camps rivaux aurait attisé la saignée entre les principaux groupes ethniques qui a fait 1200 victimes et des centaines de milliers de déplacés. Au Cameroun, une nouvelle page s'ouvre pour la société de développement du coton, Sodé Coton. Lundi, Mohamedou Bayero est installé comme directeur général à l'issue d'un conseil extraordinaire d'administration de la structure. Entreprise en crise, il devra faire face à de nombreux challenges. Chérif Ousmane Mbardoun. Sur la période de 2014-2015, la Sodé Coton, la société de développement du coton, a enregistré des pertes évaluées à près de 22 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA seulement ont été couverts par la subvention de l'État. Pour se remettre à flot, le management de l'entreprise a soumis au gouvernement un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA qui tarde à être implémenté du fait de l'endettement de la Sodé Coton. Différents facteurs ont entraîné ces manques à gagner qui inquiètent ce secteur névralgique de l'agro-industrie. La principale raison est la baisse des cours mondiaux des matières premières. Ce n'est pas seulement le pétrole, le coût du baril du pétrole dont on parle le plus, mais également la plupart des autres matières premières. Mais on peut ajouter quand même un autre phénomène exogène qui est le phénomène des pluies.
avec les changements climatiques dont on parle régulièrement, on ne mesure peut-être pas assez les conséquences que cela peut avoir sur des productions pour lesquelles l'influence de la pluie est importante. Selon qu'il pleut beaucoup ou qu'il ne pleut pas assez, cela peut se traduire par beaucoup de pertes au niveau de la production. C'est ce qui malheureusement s'est passé avec la soie de coton ces 2 dernières années. Et on ne peut pas ne pas parler de l'insécurité et du phénomène de Boko Haram qu'on évoque dans notre pays depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui. Parmi les autres causes de la crise à la soie de coton, on évoque également les difficultés du transport du coton des zones de production aux usines d'égrenage, le déficit en énergie électrique et la vétusté de certains équipements. Les choix de management de cette entreprise sont également mis en cause. Et pour sortir de cette crise et s'adapter à la conjoncture actuelle, des solutions sont préconisées. Les solutions se trouvent simplement, je vais dire trivialement, dans la résolution des problèmes qui sont identifiés. Le Cameroun aura du mal à intervenir au niveau de la fixation des prix des coûts de matières premières, mais s'il peut bien gérer la question de l'insécurité. Des mesures sont en train d'être trouvées par rapport à ça. S'il peut régler définitivement cette question des contrats avec les petits producteurs, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va arrêter la saignée et les pertes pour recommencer à monter. Pour 2016, l'entreprise envisage une production de près de 300 000 tonnes et 600 000 tonnes d'ici 2020. Un défi pour le nouveau directeur général Mohamedou Baïro, installé ce lundi. Les challenges de cet ancien cadre de la soie de coton sont nombreux. Il devra, selon les observateurs, prendre des mesures qui vont accompagner la relance des activités et l'adaptation aux exigences actuelles de la soie de coton, fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun. À en croire un rapport d'un cabinet international de conseil en stratégie, l'Afrique serait un marché de consommateurs prometteur pour les investisseurs. Selon l'étude du Boston Consulting Group auprès de quelques 11 000 consommateurs de 11 pays africains, il apparaît que la consommation est stimulée par la stabilisation des revenus de ces dernières années. Deogracias Podo. Selon une récente étude du Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie, le nombre de consommateurs africains dépassera le milliard de personnes d'ici les 5 prochaines années, soit bien plus que l'Europe et l'Amérique réunies. Longtemps considéré comme un marché peu rentable, l'Afrique pourrait faire changer d'avis aux investisseurs, eu égard notamment à la dynamique de sa croissance. Nous sommes en train de changer de paradigme parce que nous sommes en train de passer des besoins de subsistance vers des besoins qui sont générés par l'innovation. Aujourd'hui, l'offre crée sa demande en Afrique, surtout que les populations sont très optimistes. Maintenant, comment l'Afrique arrive à tirer ce potentiel, c'est-à-dire comment l'Afrique arrive à réaliser ce transfert de technologie en apprenant des industries extérieures, mais en faisant comme la Chine, c'est-à-dire développer sa propre technologie interne, la protéger et faire en sorte que elle puisse être viable. Tout l'enjeu reste à ce niveau. Je pense que l'Afrique doit pouvoir y arriver. Au cours des dernières années, la plupart des pays africains ont opté pour une diversification de leurs économies et entrepris de multiples stratégies pour promouvoir une classe moyenne. Conséquence, la demande de produits de consommation, de services et bien d'autres encore a enregistré une hausse portée par les taux de croissance à 2 chiffres, surtout dans la partie occidentale du continent. Les réseaux de distribution des biens et services se sont améliorés, tout comme les efforts en faveur de l'accès aux télécommunications et à Internet. Le commerce en ligne offre de nouvelles opportunités aux consommateurs africains qui s'adaptent à une nouvelle réalité. Il y a une sorte de retour d'un afro-optimisme qui est témoigné par ces rapports. Mais pour ma part, il faut rester très, très prudent et surtout croiser les données issues de ces rapports avec d'autres éléments de réalité. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Afrique est le continent de l'avenir et qu'il faut donc encourager les investisseurs à s'intéresser au continent africain et de l'autre côté, encourager les États africains eux-mêmes à faire des efforts sur le plan structurel, sur le plan de la stabilisation du cadre macroéconomique pour que justement les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus au continent africain y trouvent les conditions les plus appropriées pour avoir des retours sur investissement satisfaisants. Les perspectives économiques portées par la consommation sur le continent africain sont encourageantes, mais un certain nombre de handicaps demeurent. Les spécialistes évoquent notamment la faible bancarisation, les défis de la bonne gouvernance, le climat des affaires dans bon nombre de pays africains. Mais ils restent optimistes. Les nouvelles technologies, l'émergence d'une classe moyenne ou encore la croissance démographique devraient être des atouts en faveur du développement du continent. Au Niger, 2 journalistes ont été arrêtés, jugés puis condamnés, ce malgré l'existence d'une loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Les associations des médias du pays manifestent donc leur mécontentement face à ce qu'ils appellent une entrave à la liberté d'expression. Reportage de Sadou Elise Mokhtar, notre correspondant au Niger.
Au Niger, les associations socio-professionnelles des médias se mobilisent pour barrer la route à toute tentative de remise en cause de la liberté de la presse. Et pour cause, l'arrestation et la condamnation à 3 mois de prison avec sursis de 2 journalistes de l'hebdomadaire nigérien Le Courrier. Ali Soumana et Moussa Dodo, respectivement fondateurs et directeurs de publication du journal, ont été arrêtés et jugés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours impliquant d'importantes personnalités. Le procureur les a inculpés du chef d'accusation de divulgation de documents issus de perquisitions. Et il les a placés sous mandat de dépôt, en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi 2010-35 du 4 juin 2010 qui précise clairement que la détention préventive est interdite. Aucun juge ne peut décerner ni un mandat d'arrêt ni un mandat de dépôt contre un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Le Niger est souvent cité en exemple pour avoir été l'un des premiers pays à signer en 2011 la déclaration de la montagne de la table qui dépénalise les délits de presse. Déjà en 2010, une loi a remplacé les peines d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse par une amende pécuniaire. Cependant, depuis 2015, les professionnels des médias font l'objet d'intimidation à travers des détentions préventives, dénoncent les organisations socio-professionnelles des médias. Aujourd'hui, le juge les a condamnés avec 3 mois de sursis. Alors, nous avons demandé à nos confrères d'interjeter appel parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que la loi a été violée et nous ne pouvons pas continuer à accepter que la loi soit continuellement violée par des gens qui, du reste, ont promis de respecter cette loi. En janvier 2015, plusieurs médias avaient fait l'objet de violences policières pour avoir couvert les manifestations qui avaient suivi les attentats de Charlie Hebdo à Paris et leur matériel de reportage et téléphones confisqués. Le Niger occupe en 2016 la 52e place sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Toujours au Niger, le prochain sommet du Conseil de l'Entente aura lieu le 11 juillet prochain à Niamey, la capitale. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération politique et les questions sécuritaires. Mais la situation sécuritaire dans la région ouest africaine devrait constituer l'essentiel des discussions. En effet, les pays membres du Conseil, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Togo, connaissent depuis des mois une recrudescence des attaques terroristes de Boko Haram et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.